Une société ouverte, alors concrètement ça veut dire quoi, l'open society? Voilà, c'est justement, il y a toute une partie de philosophie politique dans mon ouvrage, mais cette idée de société ouverte, je suis arrivé à la conclusion que c'est finalement une sorte de masque pour cacher ce projet très concret d'arriver à intégrer l'humanité au sein d'un ensemble unique et géré par une forme non pas de gouvernement, mais de gouvernance mondiale. Ce sont des gens ils sont pour la dissolution, en fait pour le libéralisme quand ça les arrange, c'est-à-dire au niveau des États-nations, pour dissoudre les différents groupes ethniques ou les nations, mais ils sont pour une planification au niveau mondial. C'est une forme de socialisme réactualisé, en fait. C'est l'idéal internationaliste, mais réalisé par les banquiers. Je montre aussi dans l'étude comment même dès le départ, le bolchevisme n'aurait pas pu avancer sans l'aide de la haute finance. C'est toujours un petit peu la même idéologie, mais qui s'est réactualisée, qui le fait avoir des moyens moins brutaux, on va dire. Alors, je parlais de la sincérité dans le combat de George Soros. Toujours est-il qu'il consacre ses réseaux, ses militants, ses milliards dans ce qu'on pourrait appeler tous les méfaits du monde. On le retrouve dans l'immigration de masse, dans la gestion, dans la volonté de faire peser sur les États-nations cette immigration de masse, la dépénalisation des stupéfiants, la théorie du genre. Il est vraiment partout. Oui, c'est à tel point que dans mon étude, je me suis concentré sur certains vecteurs de son action, prioritairement l'immigration, qui est le plus documenté dans mon étude. Effectivement, ensuite, les modifications sociétales, pourrait-on dire, comme par exemple le travail de légalisation, de lobbying en faveur de la légalisation des stupéfiants qu'il mène auprès de l'ONU, au travers de ces ONG, effectivement, au travers des médias, et des changements de régime politique selon la méthodologie des révolutions colorées, inspirée de Jane Sharp, dont je parle aussi dans cet ouvrage. Donc oui, c'est on va dire, c'est tellement vaste que en fait, j'ai voulu montrer secteur par secteur la réalité de cette action. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, Soros a lancé une machine, mais qui maintenant, le dépasse d'une certaine manière. Lui, il en est le financier. Il est maintenant assez âgé, donc il aura des héritiers, son fils, par exemple. Mais la machine est lancée. D'une certaine manière, lui-même, il se vit, je pense, comme un moment de l'histoire. Donc peut-être que d'autres personnalités pourront incarner à nouveau cette idéologie-là. Voilà. Donc, on dit en France que les Femen sont financés par Soros, c'est le cas? Oui, les Femen aussi. Les Femen, dans le cadre de l'Ukraine, au travers des ONG de l'Open Society qui ont fait un travail depuis très longtemps en Ukraine, pendant la période de ce qu'on appelait la révolution orange. Là, c'est clairement la méthodologie de Soros qui avait été employée. Puis, ils ont finalement utilisé un autre levier, qui est le nationalisme d'Ukraine de l'Ouest. Et ça, c'est très documenté par mon postfacier, qui vous connaissez aussi, Lucien Suris, qui a écrit un livre entier sur l'Ukraine. Et clairement, oui, les Femen sont liés au réseau Soros. On voit récemment aussi que Attali a promu une Femen aussi. Donc tout ça, c'est tout un milieu finalement international, qui peut utiliser toutes sortes de leviers, qui peut même utiliser la spécificité, c'est de savoir utiliser aussi même les nationalismes d'une certaine manière. En fait, spécifiquement, comme par exemple en Catalogne, les nationalistes sans État pour miner les États existants, c'est-à-dire les autonomismes ou les séparatismes. Voilà, c'est une méthodologie en fait ce que les Russes appellent une technologie politique. Voilà, donc ce sont des technologies politiques qui sont étudiées par ces cercles globalistes et qui savent les appliquer là où il faut. Voilà.